15 mai 2026, nous sommes dans la 5e année et c'est le 81e jour depuis le début de l'invasion à grande échelle. Bienvenue, je vous souhaite la bienvenue pour ce point de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous allons examiner les attaques contre les raffineries, cela va être de nouveau très intéressant. Nous verrons aussi comment de nouveaux gains de terrain ont été réalisés, car aujourd'hui, nous pouvons en annoncer un. Et ce que nous allons également examiner, ce sont bien sûr quelques frappes de drones très intéressantes le long de la Crimée. Commençons. Je dirais que nous ne traînons pas trop longtemps. Hier, nous avons examiné l'une des plus grandes attaques aériennes contre l'Ukraine depuis le début de l'invasion. Kiev a été particulièrement touché, et cela a concerné aussi un très grand nombre de civils. Comme nous le verrons plus tard, l'Ukraine est certes très douée pour frapper les raffineries et dépôts russes, mais elle souffre en même temps d'un déficit de capacité de sa propre défense aérienne. Les missiles Patriot sont très difficiles à obtenir car ils interceptent les plus grands missiles balistiques. Les Russes ont procédé comme ils l'ont souvent fait auparavant, en inondant le ciel de nombreux drones pour submerger la défense aérienne, puis, après plusieurs heures d'attaques continues, ils ont envoyé plusieurs missiles balistiques suivis de missiles de croisière. La raison en est bien sûr que les Russes espèrent que la défense aérienne ukrainienne sera tout simplement débordée par les drones, au moment où les missiles balistiques arriveront. Que ce soit simplement le grand nombre de drones dans le ciel, une forte consommation de munitions, ou peut-être certains systèmes qui deviennent inutilisables à cause de l'usure. Tout leur convient jusqu'à l'arrivée des missiles, du moment qu'il y en ait moins d'interceptés. Ces missiles touchent des installations énergétiques, des cibles militaires et surtout de nombreux sites civils, comme des immeubles d'habitation. Et pour que la défense antiaérienne reste constamment stable, il faut un bon mélange de capacités de défense antiaérienne capables d'intercepter aussi bien les missiles balistiques que les missiles de croisière, mais surtout aussi des systèmes capables d'abattre les drones, afin que la défense antiaérienne ne soit pas constamment surchargée. Selon l'état-major général ukrainien, donc selon une source ukrainienne, les Russes fabriquent de plus de 550 drones, gérant 2 par jour. Il s'agit en quelque sorte de la copie sous licence du Shahed 136 en provenance d'Iran. S'ajoutent aussi d'autres types de drones dangereux pour les civils. Vous me connaissez bien, je ne suis pas du genre à rester spectateur. C'est pourquoi je consacre une nouvelle campagne de dons, à savoir United 24. En collaboration avec d'autres youtubeurs allemands, nous allons soutenir une campagne pour la protection de l'espace aérien ukrainien, afin que des moyens essentiels soient disponibles lors de telles attaques pour que de nombreux civils ne souffrent plus des frappes aériennes quotidiennes. Pour tous ceux qui souhaitent soutenir, il y a un lien tout en haut de la description de la vidéo ou, pour mes amis devant la télévision, un QR code qui s'affiche ici. Ensemble, nous atteindrons sûrement l'objectif de don, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Merci pour votre soutien, aussi bien lors des anciennes collectes de dons que pour celle-ci. Après de graves attaques sur les dépôts et raffineries de Tuapse et Perm, causant des pannes et destructions, des drones ukrainiens auraient aussi frappé la plus grande raffinerie de pétrole de Ryazan. L'installation fait partie des sites de raffinage les plus importants de la Russie, avec une capacité de traitement d'environ 17 millions de tonnes par an. On y produit notamment de l'essence, du diesel et du kérosène, appelés couramment carburants d'aviation. Ce sont donc précisément les ressources qui sont cruciales, à la fois pour l'économie, la recherche économique et l'armée. Ce que je trouve le plus intéressant, c'est que cette raffinerie était longtemps considérée comme l'un des sites les mieux protégés par la défense aérienne. Soit elle n'est pas efficace contre les drones ukrainiens, soit, ce que je soupçonne bien plus, c'est qu'à cause des pertes subies sur le front et du déploiement exagéré sur la place rouge pour le défilé du 9, mais de nombreux systèmes ont simplement été déplacés d'ici et ont donc manqué. Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises. Si les Russes veulent mieux protéger un endroit, ils sont actuellement obligés de retirer des systèmes d'autres endroits, car leurs stocks ne permettent plus grand-chose. Ce qui frappe aussi, c'est la fréquence de ces attaques. En quelques jours, de grandes raffineries ou sites énergétiques sont régulièrement visés. Les 2 dernières ont même été déclarées perte totale. Le kérosène est particulièrement important ici. La Russie mène une guerre reposant sur l'armée de l'air, les bombes planantes et des opérations aériennes constantes, d'où la multiplication des attaques contre les raffineries. Pour Moscou, cela devient lentement un problème structurel. On ne peut pas simplement déplacer ou protéger complètement de grandes raffineries. Ce sont d'énormes cibles stationnaires avec une infrastructure complexe. Même si seules certaines parties sont endommagées, la production, le stockage ou la distribution peuvent être considérablement affectés.
Mais désormais, les Ukrainiens n'essaient en plus seulement d'endommager les parties les plus importantes de la chaîne de production, mais de détruire entièrement des raffineries ou des dépôts entiers. Lors de l'attaque, un immeuble résidentiel a également été touché. On dirait que le drone en route vers sa cible a soit été brouillé par la guerre électronique russe, soit il a dévié de sa trajectoire. La direction vers la raffinerie était correcte, mais il restait un bâtiment sur le trajet. Je ne crois pas que ce soit intentionnel. Parce que pourquoi les Ukrainiens attaqueraient-ils un seul immeuble résidentiel alors qu'il y a juste derrière une cible de grande valeur bien plus intéressante ? S'ils voulaient vraiment se venger des attaques russes comme celles sur Kiev contre des civils, ils pourraient théoriquement le faire plus facilement près de leurs propres frontières. Alors pourquoi faire voler un drone aussi loin ? Et surtout, plus exemple pour les Ukrainiens, ce serait un énorme problème en termes d'image s'ils commençaient à tirer sur des civils avec des drones ou à viser délibérément des civils. Dans la région de Kostiantynivka, de nombreux indices montrent que l'armée de l'air russe débute seulement la phase d'attaque la plus intense de son offensive de printemps et d'été dans le Donbass. La situation devient particulièrement critique en ce moment le long de cette zone ici, surtout la zone rouge. Pour la zone rouge, il faut évidemment que nous agissions de manière très claire. Ce n'est pas ce qui a été conquis hier. Non, ce que nous voyons ici, ce sont les gains territoriaux cumulés des 3 dernières semaines. Mais il y a quelques jours, la 24e brigade mécanisée ukrainienne a publié un enregistrement censé montrer des groupes d'assaut russes à l'intérieur de la localité de Molotcharka. C'est ici marqué par l'épingle bleue. Et cela était militairement très pertinent, car ce lieu défend directement l'un des derniers axes d'approvisionnement fonctionnels pour les unités ukrainiennes au sud de Kostiantynivka. Une grande partie de l'approvisionnement pour les forces ukrainiennes, ainsi que pour les unités qui stabilisent encore indirectement la région de Chassivja, passe toujours par la route en direction de Stinky, c'est-à-dire le village un peu plus au nord. Pendant des mois, cette zone a servi de zone de tir arrière pour l'artillerie ukrainienne, rendant la présence russe particulièrement problématique. Même de petits groupes russes peuvent suffire à restreindre les mouvements de ravitaillement, à repousser les positions d'artillerie ou à rapprocher la reconnaissance par drone des lignes ukrainiennes. En même temps, la côte 211 ainsi que l'est de Kostiantynivka restent sous contrôle ukrainien. Ce qui signifie bien sûr que les Russes, comme on peut le voir ici, se trouvent dans la zone jaune et n'ont pas pu s'étendre davantage. La vraie question n'est pas si la Russie contrôle totalement l'endroit, mais si elle peut y maintenir une présence opérationnelle durable. Car jusqu'à présent, il semble qu'il ne soit d'un passé ici qu'avec peu de soldats, sans que la bande de terrain ne soit entièrement contrôlée. Et c'est exactement ce schéma que nous voyons de plus en plus souvent. Des unités russes infiltrent d'abord des zones de datchas, des zones boisées ou des lisières bâties, y établissent des têtes de pont et positions avancées, puis les élargissent progressivement sous protection de drones et appui-feu permanent. Particulièrement intéressante dans ce contexte est bien sûr aussi l'activité des unités de drones ukrainiennes de la 36e brigade d'infanterie de marine. En effet, celles-ci ont documenté un déplacement significatif des mouvements d'infanterie russe directement vers les bâtiments orientaux de Kostiantynivka. Auparavant, les combats se concentraient plutôt sur les zones de Datcha-Shemek et Métallurg. Ce sont en quelque sorte celles qui se trouvent dans la zone rouge foncé. Depuis avril, les frappes se multiplient directement à la lisière de la ville elle-même, mais sans conquête à l'intérieur de la ville. Cela indique que la Russie utilise probablement déjà largement les zones extérieures comme zones d'opération temporaire. Mais ce qui frappe les analystes OSINT comme moi et beaucoup d'autres, c'est que la 136e brigade de fusiliers motorisés russes est également de retour sur place. En effet, cette unité est restée très longtemps dans la région de Tchansk, puis, après de nombreux mois, elle a déjà été réorganisée et renforcée à l'arrière. Le fait qu'elle soit maintenant déployée ici, à Kostiantynivka, indique que Moscou considère de plus en plus ce secteur du front comme une priorité. L'objectif opérationnel devient peu à peu visible. La Russie ne cherche apparemment plus à lancer une attaque frontale immédiate sur Kostiantynivka, mais vise plutôt à déstabiliser progressivement la logistique ukrainienne à l'est de la ville. Si la zone jaune passe sous contrôle de feu russe permanent, la situation de ravitaillement des unités au sud-est de Kostiantynivka pourrait se dégrader. Et c'est précisément là que réside le danger de ces avancées russes progressives. Elles paraissent souvent peu spectaculaires sur les cartes. De petites zones grises, des infiltrations isolées, quelques soldats qui se promènent parfois dans le village voisin, gagnent quelques centaines de mètres de terrain qui sont peut-être aussitôt repris. Mais opérationnellement, et j'insiste, cela peut arriver, elles peuvent aussi créer les conditions pour mettre sous pression des zones de défense entières quelques semaines plus tard si les Ukrainiens ne réagissent pas à temps.
comme à l'époque des soi-disant oreilles de lièvre de Dobropilja. Beaucoup de gens parlèrent alors d'une percée des Russes, mais je leur ai montré que ce n'en était pas une. C'était exactement la même chose que ce que nous voyons ici, juste à une échelle un peu plus grande. Même si cela n'avait aucun impact sur le front, j'ai averti que si les Ukrainiens ne réagissaient pas vite, les Russes ne pourraient renforcer leur position. C'est précisément ce que les Russes tentent à nouveau sur cette avancée du front. Tout dépend désormais de la rapidité de réaction des Ukrainiens face à ce danger. Si les Russes entrent et se renforcent dans la localité, il sera alors très difficile de les déloger. Et je pourrais presque faire breveter cette phrase. Hier, j'ai rapporté que des véhicules d'une mission humanitaire de l'ONU à Kherson ont été attaqués par des drones FPV. Slansky a déjà expliqué que la Russie devait savoir exactement quel véhicule devait être visé. C'était délicat politiquement au départ, car les organisations internationales parlent souvent de ce type d'incident avec beaucoup de prudence. Mais maintenant, de nouvelles images FPV de l'attaque sont apparues, publiées, qu'il aurait cru par les Russes eux-mêmes, qui ont mis en ligne les images de l'attaque, comme je l'ai déjà dit, sans craindre de conséquences. Et cela rend la situation beaucoup plus claire. Les vidéos montrent que l'opérateur suivait directement le véhicule sur l'image optique. Il ne peut donc plus être question d'une erreur ou de cible non identifiée, car le véhicule était clairement et visiblement marqué. Comme lors des dernières attaques qui ont également touché des véhicules de l'ONU à Kherson. Ce n'est pas le premier incident. C'est extrêmement rapide, car les drones sont pilotés avec une grande précision. Le pilote voit le véhicule en permanence, il choisit activement l'approche et le point d'impact, et il calcule lui-même l'angle d'approche. Ce n'est ni une intelligence artificielle, ni un programme qui gère la reconnaissance et la décision d'une telle attaque. C'est pourquoi ce matériel modifie la dimension politique de l'incident, mais pas en faveur de la Russie, qui, comme je l'ai dit, l'a publié elle-même. Pour les habitants de Kherson, cependant, ce n'est rien de nouveau. Là-bas, de telles attaques contre des véhicules civils, des routes ou des points de ravitaillement font désormais presque partie du quotidien. La seule différence, cette fois-ci, c'est qu'un convoi international de l'ONU a de nouveau été touché et que l'attaque a été pratiquement documentée par les propres images vidéo des assaillants. Des experts pensent que cela pourrait devenir embarrassant pour Moscou au niveau international. Mais je pense que cela ne fera guère de différence car, comme je l'ai dit, les dernières attaques visaient également des véhicules de l'ONU et sont plus ou moins restées sans suite. Les soldats russes partent de toute façon du principe qu'ils vont gagner la guerre, surtout les pilotes de drones qui ne participent pas directement au combat actif sur le front. Et par là, je veux dire homme contre homme ou homme contre drone. C'est pourquoi ils partent aussi du principe qu'en cas de victoire, ils ne seront de toute façon pas inquiétés. Et du côté russe, peu importe qu'ils attaquent des lots des civils ou non. La Russie ne poursuivra pas ses propres soldats ici. Donc, à l'heure actuelle, on est presque impuissant si tout reste comme avant. Dans la nuit du 15 mai, des unités de drones ukrainiennes auraient mené une série d'attaques d'une ampleur inhabituelle contre des cibles militaires russes. Selon les informations, 55 frappes ont été menées contre 23 cibles différentes en Crimée, à Taganrog et à Yaïsk. Les cibles touchées comprenaient principalement un avion amphibie BE-200, un hélicoptère K-27, plusieurs systèmes de défense antiaérienne, ainsi que des cargos de munitions dans le port de Berdiansk. Le choix des cibles est aussi particulièrement intéressant. Ici, il ne s'agissait manifestement pas de simples explosions symboliques, mais bien de la capacité dont la Russie a besoin pour le contrôle et l'approvisionnement en mer Noire et en mer d'Azov. La perte d'un hélicoptère K-27 ou d'un B-200 ne concerne pas simplement un appareil quelconque sur le terrain d'aviation. Ces plateformes gèrent la reconnaissance, le transport, le sauvetage en mer et les opérations côtières, cruciales pour les mouvements militaires sur les territoires occupés. Cependant, attaquer un système de défense aérienne comme le Tor M2 ou le Pantsir S1 serait sans doute encore plus marquant. Car cela crée un double effet, d'abord les zones de couverture sont neutralisées, puis les zones adjacentes deviennent automatiquement plus vulnérables à de nouvelles attaques. C'est précisément ainsi qu'une pression temporaire s'exerce sur toute la zone de défense. L'attaque contre le navire de munitions à Berdiansk s'inscrit également dans ce schéma. La Russie doit pouvoir déplacer ses approvisionnements sur les côtes du Sud. Toute atteinte à la logistique maritime complique la situation. Cette chaîne d'approvisionnement relie la Crimée, la mer d'Azov et le front. L'ampleur de l'attaque est aussi notable. La Crimée, Taganrog et Berdiansk sont éloignées les unes des autres. Ces attaques forcent la Russie à surveiller et sécuriser plusieurs zones simultanément, imposant une lourde charge à la défense aérienne, la marine et la logistique militaire. Pensez à la collecte de dons. Aider à protéger l'espace aérien. Merci aux abonnés, membres et à l'équipe Algo Crew.
Merci au lieutenant-colonel Renike Silla et à Dietrich Ferdi Mayerhofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour la prochaine mise à jour.